Eh bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous autour de cette 7e édition des Mercredis d'Athéna, organisée par l'association 3AED IHEDN, Association des auditeurs et cadres des sessions armement et économie de défense de l'IHEDN, en partenariat avec l'AAT, Association de l'armement terrestre. Et aujourd'hui, nous allons parler de BITD avec un nouveau regard, un regard critique au sens de la critique constructive et des nouvelles perspectives. BITD, pour les intimes, eh bien, c'est la base industrielle et technologique de défense. Monsieur Grégory Chigolet, docteur Chigolet, vous allez nous parler de cela et quelques mots sur votre parcours. Alors, vous êtes un enseignant-chercheur en économie, plus spécifiquement en planification. Vous avez mené des études d'économie, de mathématiques et de sciences politiques et vous avez un doctorat à Paris 1, si je ne m'abuse, en microéconomie, où vous vous êtes attelé à réfléchir à l'homologie entre les méthodes de planification et la théorie de l'équilibre général. Vous avez enseigné et été enseignant-chercheur plusieurs années. En 2010, vous avez rejoint le ministère de la Défense et plus exactement l'armée de l'air. Vous étiez adjoint du chef de bureau du pilotage des ressources. Vous avez aussi mené des missions prospectives à la direction des ressources humaines. En 2016, vous avez cherché à rassembler tous les économistes, chercheurs comme vous en planification du monde, en vous appuyant en relation avec le professeur János Kornai, le professeur hongrois, qui est décédé très récemment à ce que j'ai vu. Vous êtes actuellement conseiller économique de l'état-major des armées et vous êtes auteur du livre « La planification, une idée neuve qui vient de loin ». Maintenant, il est temps de vous céder la parole et de vous laisser mener cette conférence et ensuite nous aurons la période de questions-réponses. Bien, merci Madame la Présidente pour cette retranscription de mon parcours tout à fait fidèle. Merci également de votre invitation. C'est la première fois que je m'essaye à une visioconférence, du moins comme orateur, et je suis extrêmement honoré d'être présent à distance et de m'exprimer au sein de cette belle association. Permettez-moi aussi de saluer l'équipe de bénévoles qui vous entoure et sans laquelle, naturellement, cette conférence n'aurait pas été possible. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer mon discours par des remerciements et je tiens à remercier la Direction générale de l'armement qui, par nos échanges réguliers, ont, je pense, et cordiaux, ont apporté une plus-value à l'exposé que je me prépare maintenant à vous faire. Je tiens également à remercier le Contrôle général des armées, la DMAE, qui, eux aussi, par des contacts réguliers, constructifs, ont permis de faire progresser ma connaissance des mécanismes contractuels de la BITD. Je précise à ce stade, dès le départ, que j'interviens à titre privé, motivé par mon affection pour la recherche, et non au titre de mes fonctions de l'état-major des armées, qui, en conséquence, n'entend donner aucune approbation et, je l'espère, ni aucune réprobation à mon discours. Bien, entamons, si vous voulez bien, entrons dans le cœur de notre sujet, de cette conférence que j'ai choisie avec sans doute un brin d'audace et de malice, d'appeler la base industrielle et technologique de défense, sous-entendu française parce que je me limiterai au cas hexagonal, présentation critique et nouvelles perspectives. Alors le terme critique mérite une précision, car par critique, j'entends présentation
original, enfin, du moins j'espère l'être. Et cette originalité vient non pas d'une vision particulièrement clairvoyante ou éclairée que je nourrirai, mais résulte de ma formation d'économiste spécifique. Car à la différence de mes collègues économistes qui s'intéressent à ce sujet et qui sont pour l'essentiel des économistes de la défense, comme cela a été dit, je suis davantage un microéconomiste biberonné à la théorie de l'équilibre général concurrentiel, c'est-à-dire à l'étude de la structure des marchés et de la formation des prix. Ceci étant, vous m'auriez, j'ai une confidence à vous faire pour commencer mon exposé. Vous m'auriez invité il y a un an de cela, j'aurais été bien en peine de vous faire un exposé sur la BITD et encore moins de tenir une conférence. Mes connaissances à ce sujet se limitaient à ce qu'un économiste, qui n'a d'ailleurs pas spécialement suivi de cours de défense en cesse, c'est-à-dire sa définition, celle que j'ai prise ici est la plus large que j'ai trouvée, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui permettent aux armées de conduire leurs opérations. Et j'en connaissais aussi les grandes caractéristiques, à savoir, selon les sources, 2700 à 4000 entreprises, dont 80% de PME, ce qui représente 200 000 emplois et 7% des emplois industriels. J'en savais aussi, j'étais capable de décomposer la BITD selon les grands secteurs d'activité, la production et le développement des systèmes d'armes, le maintien en conditions opérationnelles et le soutien, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un soutien considéré comme stratégique, en l'occurrence le carburant, par exemple, ou un soutien dit commun, qu'il s'agisse de l'habillement ou de l'alimentation. Deux éléments m'ont poussé à m'y intéresser davantage à la BITD. Deux éléments, en l'occurrence, deux documents. Le rapport parlementaire des députés Françoise Bellay-Blou et Jean-Louis Thériault, qui s'appelle la mission flash sur le financement de l'industrie de défense, ainsi que le rapport de mission sur le MCO aéronautique de l'ingénieur général Christian Chabert, qui, je crois, nous suit et que je salue, et qui ont déclenché mon appétence pour la BDITD. Ces deux documents ont, à mon sens, identifié trois problèmes fondamentaux. D'abord, un problème de financement qui menace la pérennité des PME. Je me permets de vous citer un extrait du rapport parlementaire. Pour les PME rarement cotées, les moyens d'obtenir des financements, nous disent les députés, se limitent aux prêts bancaires et au rapport en capitaux de la part d'actionnaires préexistants ou de nouveaux entrants. Dans ce contexte, la contraction du crédit bancaire menace directement la survie des entreprises concernées. Deuxième problème, cette fois identifié dans le rapport de Christian Chabert, qui met en évidence un coût du MCO prohibitif par rapport à une disponibilité stagnante. Et enfin, troisième problème, qui est finalement le corollaire du premier, et qui nous dit que les pertes, les difficultés de financement de la BITD entraînent une perte de retombées économiques qui réduit l'efficacité des politiques de relance dans le secteur de la défense. On comprend assez naturellement la difficulté. Lorsqu'il y a des investissements publics, des investissements privés, pardon, qui ne viennent pas renforcer les investissements publics, eh ben, ceux-ci perdent en efficacité. Face à ces difficultés, ces trois difficultés identifiées, qui vont finalement constituer la trame de mon intervention de ce soir, je dois dire que les analyses apportées me semblent assez peu convaincantes. En particulier concernant les financements de la BITD, qui se bornent à des explications éthiques, en particulier sur le fait que les banques ne souhaitent pas financer l'industrie de l'armement sous la pression de groupes qui sont hostiles au secteur de l'armement. Deuxième explication qui est assez courante et qui provient du fait que les banques
connaîtrait assez mal l'industrie de la défense et, ce faisant, pour avoir une meilleure connaissance de cette industrie de la défense, il serait favorable de leur faire un peu mieux connaître cette industrie à travers des visites d'emprises aériennes ou d'emprises militaires. Bien, c'est pour moi des explications assez restreintes. Et ces explications philosophiques jouent peut-être un rôle, hein, éventuellement, ça je ne le nie pas, mais il me semble qu'il puisse avoir un motif économique plus sérieux face à cette difficulté. Et la thèse ce soir que je défends devant vous, c'est qu'une partie importante de ces difficultés de la BITD provient de sa structure concurrentielle et qu'en bien des circonstances, le monopole, du moins dans le secteur de la défense, est une situation infiniment plus souhaitable. Alors, excusez-moi, je crois qu'on a quelques difficultés de PowerPoint, mais ça va s'arranger. Et donc, cette thèse que le monopole est généralement une situation plus souhaitable, c'est ce que je me propose maintenant, et pendant les minutes qui me restent à parler, de défendre devant vous. Alors, abordons, si vous le voulez bien, la première partie de l'exposé que j'ai intitulé « BITD, concurrence et financement ». Il nous faut ici noter un élément important. Lorsqu'on cause de la BITD, la notion de BITD est très étroitement associée à celle de concurrence. Au point d'ailleurs que Fanny Coulon, maître de conférence à Sciences Po Grenoble, a une expression tout à fait convaincante pour parler de cette situation, où elle parle effectivement de promotion d'une logique concurrentielle de la BITD. Alors cette volonté de structurer concurrentiellement la BITD s'observe au niveau international, mais aussi national. Et elle fait d'ailleurs l'objet d'une doctrine, tout à fait... Ah, excusez-nous, on a un problème de PowerPoint. Elle fait l'objet d'une doctrine qui est la doctrine d'autonomie compétitive, évoquée par Louis Gauthier, et qui nous dit que finalement, cette doctrine d'autonomie compétitive, cette concurrence, donc, permet de garantir une meilleure efficacité des achats et des investissements réalisés par le ministère de la Défense, avec un usage plus fréquent de la mise en concurrence et le recours aux mécanismes de marché. L'objectif est tout à fait clair, de diversifier la clientèle des entreprises de l'EBITD grâce à une compétitivité prix, de réduire le coût du maintien opérationnel et de favoriser de meilleures retombées économiques. Ce discours qui, sur la concurrence, les vertus de la concurrence, à mon avis, à mon sens, témoigne d'une croyance tout à fait irrationnelle. La concurrence est ici perçue comme une sorte de compétition, une espèce de sélection naturelle à la Darwin, où les plus faibles trépassent, tandis que les mieux armés arrivent à survivre. Ces mieux armés sont les plus forts, sont ceux qui innovent, qui ont des gains de productivité et qui ont la possibilité de voir leur prix s'ajuster pour conquérir des parts de marché. Bref, les meilleurs qui permettent donc au prix de s'ajuster et qui répondent à ce qu'on appelle vulgairement la logique de la loi de l'offre et de la demande. Donc cet équilibre, cette logique de l'offre et de la demande, donc tout le monde l'a en tête, hein, vous l'avez ici à l'écran, il s'agit, lorsque l'offre est supérieure à la demande, de baisser les prix, et lorsque la demande est inférieure à l'offre, d'augmenter les prix. C'est ce que les économistes appellent le tâtonnement horatien, qui a été formalisé par Paul-Anthony Samuelson. Donc, les entreprises qui ont donc la faculté de s'adapter à cette situation de concurrence sont donc les mieux armées et sont celles qui peuvent survivre dans ce contexte. Bien. Ceci étant, tout ça repose sur une vision graphique des choses.
avec, vous voyez ici, on a un petit graphique qui nous montre le tâtonnement avec les prix qui diminuent pour atteindre un équilibre, une espèce d'harmonie entre les acheteurs et les vendeurs. L'acheteur étant ici l'État et les vendeurs étant ici les entreprises de la BIT. Mais si on veut aller au-delà de cette petite vision graphique, eh bien, il faut démontrer que les effets de la concurrence permettent d'équilibrer les marchés de la défense. Et ça, c'est le rôle de l'économiste que de faire cette démonstration. Et que nous dit la microéconomie de ce sujet? Bah, étrangement, la microéconomie nous dit que si on laisse les forces du marché, grosso modo, s'exercer, la concurrence s'exercer, y compris dans la BITD, eh bien, rien n'indique que les marchés s'équilibrent. Lorsque les marchés interagissent, ils ont des répercussions les uns sur les autres, et rien ne garantit alors que la concurrence conduise à des prix d'équilibre, c'est-à-dire à un croisement de l'offre et de la demande. Ce point a été démontré pour la première fois en 1972 par un mathématicien argentin, Hugo Sonnenschein, vérifié en 1974 par un autre mathématicien, Robert Montel, et reconfirmé en 1974 par un économiste mathématicien, Gérard Debreu. Ça a ensuite été largement vérifié du milieu des années 70 jusqu'au début, on va dire, des années 90. Et ces résultats prennent la forme d'un théorème qu'on appelle en microéconomie théorème Sonnenschein-Montel-Debreu, qui énonce qu'il n'existe aucune restriction sur la classe des fonctions de demande excédentaire qui ont les caractéristiques d'un champ de vecteurs arbitraire. Alors, c'est un peu abrupt, il y a certainement des mathématiciens parmi l'auditoire, mais en langage plus familier, cela signifie que les offres et les demandes peuvent avoir des formes quelconques. Et on voit d'ailleurs, sur le graphique de la diapositive qui est actuellement à l'écran, des offres et des demandes, des formes quelconques et qui peuvent se croiser n'importe comment sans que je puisse démontrer que ce type de graphique est erroné. Ou alors est plus invraisemblable qu'un graphique classique où la demande est fonction croissante des prix et fonction décroissante des prix et l'offre est fonction croissante des prix. Bien, donc, pour nous qui nous intéressons à la BITD, cette interaction des marchés a des résultats assez gênants. Et le principal résultat gênant, c'est sur les effets de la concurrence. Alors, il est alors impossible de démontrer, dans ce cadre-là, que la concurrence permet une baisse des prix. Je vais vous montrer deux graphiques, voilà, où sur le premier graphique, vous avez une demande inélastique en fonction des prix, une offre initiale qui coupe la demande, un prix d'équilibre. Si vous introduisez de la concurrence dans ce premier graphique, la courbe d'offre se décale vers le haut et le prix d'équilibre est un prix d'équilibre de concurrence est un prix plus bas. Dans le second graphique, cette fois, la demande a la même forme, l'offre a une forme différente, mais pas de bol, lorsqu'on introduit de la concurrence, la courbe de demande, la courbe d'offre se décale bien vers le haut et coupe le prix d'équilibre, coupe la courbe de demande à un endroit où les prix sont finalement plus élevés. Dans ce second graphique, la concurrence a eu pour effet d'accroître les prix. Sans qu'il me soit possible de démontrer que le graphique où la concurrence augmente les prix est plus invraisemblable que le graphique où la concurrence diminue les prix. Je ne sais absolument pas quel est le cas le plus vraisemblable. Alors, face à cette situation où il est impossible d'avoir une affirmation globale et générique sur les effets de la concurrence, ceux-ci doivent être étudiés au cas par cas en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque marché. Par bonheur, les caractéristiques des marchés de la défense ont été étudiées et quelques publications nous renseignent dessus.
à commencer par la publication du directeur général de l'armement, Joël Barre, dans la revue de la Défense nationale, dont je cite ici les propos. Les clients sont généralement des États, nombre limité. Le marché de l'armement se caractérise aussi par de petits volumes, des cycles de développement longs et des durées de développement d'équipements encore plus longs. Enfin, les produits sont de plus en plus complexes, riches en technologie, avec des exigences spécifiques de performance, de fiabilité et de sourcing. Fin de la citation. Cette étude de Joël Barre a été complétée par une autre publication, celle de Matli et Simon, parue dans la revue de la Défense nationale, elle aussi, et qui affirme, je cite, à propos des caractéristiques des marchés de la BITD, que ces marchés de défense se caractérisent par le manque d'informations, qui est la règle, des coûts fixes qui sont élevés, et l'entrée sur le marché se révèle complexe, avec l'État domestique qui constitue le client dominant. Fin de la citation. Bon, le concept important de ces deux propos, de ces deux articles que je viens de citer, est à mon sens celui de coûts fixes. Les coûts fixes, comme son nom l'indique, ce sont des coûts qui sont indépendants, du moins par une fonction continue, des quantités produites. On peut penser par exemple à la recherche et développement qui entraîne des coûts fixes, l'allocation de locaux pour produire, de lieux de stockage, tout ça sont autant de coûts fixes. Or, les coûts fixes bouleversent, je crois, sensiblement l'analyse intuitive que l'on peut se faire des effets de la concurrence. Ça a été assez étudié en microéconomie, notamment en ce qui concerne l'économie industrielle, mais assez peu appliqué aux caractéristiques de la BIT. Alors, ce qui advient lorsqu'il y a des coûts fixes, c'est l'existence de seuils de rentabilité. Je vous montre ici un premier graphique où il y a, pour un prix donné, une quantité minimale à produire en dessous de laquelle le seuil de rentabilité n'est pas atteint, ce qui a pour effet de rendre l'offre discontinue. Ici, dans ce premier graphique, ça ne pose pas de problème particulier, puisque l'offre coupe la demande dans une partie continue, ce qui permet d'établir un prix d'équilibre et des quantités d'équilibre. Sur le deuxième graphique, en revanche, la situation n'est pas la même. Là, la concurrence pousse l'entreprise qui était auparavant située sur le monopole, réduit les quantités, la demande de l'entreprise qui était auparavant située sur le monopole, qui est contrainte d'augmenter ses prix, et il se peut alors très bien que cette nouvelle situation entraîne la perte de l'équilibre, qui alors n'est plus assurée, ce qui se traduit économiquement par des prix qui fluctuent de manière erratique, c'est-à-dire la définition même des déséquilibres. Bien, et le risque de tendre vers cette situation est d'autant plus prononcé qu'il existe des discontinuités. On comprend alors assez bien la situation de Balasco, qui nous dit que l'idée que la discontinuité est nuisible, synonyme de catastrophe, est communément admise. En réalité, plus il existe de concentration de TPME, petites et moyennes entreprises, plus la fonction d'offre risque d'être discontinue. Vous avez un exemple ici d'offre qui fait des bons qui correspondent au seuil de rentabilité et à la structure de production de chacune des PME. Même si par bonheur la demande couperait l'offre dans sa partie continue, les perspectives de profit conduiraient à l'arrivée de nouveaux arrivants qui feraient que l'offre fait des bons, ce qui entraînerait de nouveau une rupture de l'équilibre. Fondamentalement, en présence de coûts fixes et lorsqu'il y a beaucoup d'entreprises, les variations des prix sont de nature chaotique. Ce qui fait dire à un grand économiste qui est Bernard Lagarrien que l'existence de coûts fixes implique que la fonction d'offre fait un bond. On est en présence d'un processus totalement instable, fait d'entrée et de sortie,
et d'un prix qui fait lui aussi des bons. En d'autres termes, l'atomicité de la BITD donne au marché qui la compose un caractère instable qui contribue à expliquer ces difficultés de financement. J'en viens maintenant à ma deuxième partie, où cette fois, je vais parler toujours de ces effets de la concurrence, mais sur le coût du MCO. Alors, pour vous donner une idée, les marchés concurrentiels, dans le cas du MCO, c'est à peu près 50% des marchés. C'est 50% des marchés concurrentiels, 50% des marchés de gré à gré. Mais dans le cadre du MCO, on retrouve toujours la même idée qu'on avait vue préalablement avec les effets de la concurrence sur le financement, c'est-à-dire des coûts fixes importants. Mais sans doute, à la différence de mon discours d'il y a quelques minutes, les coûts fixes n'entraînent pas nécessairement une rupture de l'équilibre, mais entraînent, cette fois, une hausse des prix dès lors qu'on introduit de la concurrence. Je vais commenter le schéma que vous avez à l'écran. On part d'une situation d'une offre de monopole, une situation de monopole, où vous avez donc le monopoleur qui est en situation, le marché qui est en situation d'équilibre avec ce monopoleur, des prix et des quantités d'équilibre. Vous introduisez de la concurrence, la demande s'émiette, cette demande s'émiettant, l'entreprise qui a moins de demande pour combler ses coûts fixes est contrainte d'augmenter ses prix. La concurrence est alors ici source d'augmentation des prix, ce qui fait d'ailleurs dire à l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, que la concurrence devient une espèce de slogan qui sert d'argument à toutes les politiques et à la solution de presque tous les problèmes économiques et sociaux, alors même qu'elle est inapplicable à beaucoup d'entre eux. Et on voit bien ici que la concurrence peut avoir des effets néfastes tout à fait redoutables dès lors qu'on est en présence de coûts fixes. Il existe une idée un peu différente que je veux cette fois effleurer et qui est à la base d'une vision assez intéressante qui s'appelle la vision des marchés contestables. Alors, ce que nous dit cette vision, c'est que on peut contraindre l'entreprise en situation de monopole à baisser ses prix pour peu qu'elle se sente en situation d'être challengée, d'être concurrencée par une entreprise qui pourrait potentiellement entrer sur ce marché, ce qu'on appelle la théorie des marchés contestables. Alors, cette vision pose toutefois un problème. C'est que souvent, l'entreprise qui pourrait potentiellement concurrencer le monopole et l'obliger à avoir une attitude dite concurrentielle, c'est-à-dire avoir des prix qu'on espère moins élevés, n'existe pas. Alors, dans ce cas, on est obligé de recourir à une espèce de concurrence artificielle et qui, dans le cadre des marchés de la défense, serait le service d'industrie de l'aéronautique, le SIAE, dont je me permets de citer l'un des anciens directeurs centraux, qui nous dit que l'action constante de l'État, depuis la libération, de se doter d'une défense indépendante, reposant sur une industrie de défense forte, composée de champions nationaux. L'État est donc tributaire de ces mêmes champions, de facto en situation de monopole, dès lors qu'il s'agit de soutenir des matériels aéronautiques de défense. La finalité première du SIAE est donc de créer un équilibre plus favorable à l'État dans sa relation avec l'industrie de défense pour le soutien de ses aéronefs militaires. Bien, cette approche des marchés contestables propose toutefois sur une idée, c'est qu'il n'existe pas de barrière à l'entrée et que le SIAE peut venir faire concurrence au secteur privé. Or, évidemment, le SIAE n'échappe pas non plus au fait qu'il y a des coûts fixes, qu'il y a des contraintes qui doivent faire face à ces coûts fixes. Du coup, son entrée est donc soit synonyme de déstabilisation du marché, s'il y a une rupture d'équilibre et des prix qui se mettent à fluctuer erratiquement,
soit d'effet d'éviction si tout simplement le marché est trop étroit et ne tolère qu'une seule entreprise. Je n'irai pas plus loin dans l'examen des marchés contestables appliqués au cas du MCO et de cette tentative de transformer un monopole en marché contestable, mais de toute évidence, ce point mériterait d'être creusé. Je voudrais maintenant aborder un point qui me semble tout à fait intriguant lorsqu'on s'intéresse à la BITD et au MCO, qui est un aspect tout à fait étonnant, c'est que dans le MCO, l'État est finalement créateur des monopoles qu'il redoute tant. Et curieusement, pas du monopole qui serait le plus avantageux pour lui. Je vais m'en expliquer. Cela provient du fait qu'il existe, à mon sens, une analyse trop générale du coût moyen. Souvent, le coût moyen de l'entretien du matériel est calculé pour l'ensemble de la durée de vie des contrats du MCO, qui peut être parfois de 5 ans, parfois plus, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et sous ce type d'hypothèse, donc un coût moyen calculé pour l'ensemble du contrat, le coût moyen est constant. Alors, on voit sur le graphique le coût moyen constant. Et à ce coût moyen constant correspond ce que les économistes appellent une correspondance d'offres, c'est-à-dire une offre qui ne dépend pas de la quantité produite par l'entreprise. Tout se passe en fait comme si l'industriel était indifférent entre entretenir 40 appareils ou 250 appareils, et que cela représenterait pour lui exactement les mêmes contraintes de production. Si maintenant on essaye de faire un coût moyen un peu plus fin, année par année, ou mois par mois, eh bien, ce coût moyen prend une forme différente, une forme en U, où la baisse du coût moyen qui s'opère dans un premier temps correspond à l'amortissement des coûts fixes et qui, une fois ceci effectué, remonte. Les contrats d'entretien, qui eux se décomposent entre parts fixes et parts variables, dépendent du nombre d'heures d'activité réalisées. Bien souvent, une administration qui prévoit de faire Z heures d'activité, comme envisagé sur les graphiques, souhaite, profitant d'une situation concurrentielle, bénéficier d'un maximum de flexibilité et ne garantit à l'industriel qu'un volume d'entretien beaucoup plus minime de X heures. Et s'il y a besoin de dépasser, ça sera la part variable du contrat qui s'exercera. Or, dans ce type de configuration, seuls les industriels en capacité d'amortir leurs coûts fixes répondront à cet appel d'offres. C'est-à-dire seuls les industriels qui pourront amortir le coût fixe avec X heures d'activité répondront à cet appel d'offres. Or, en procédant ainsi, l'État se prive d'industriels qui pourraient amortir leur coût fixe certes plus lentement, mais au final proposer de meilleurs tarifs. En somme, la volonté de l'administration de s'appuyer sur la concurrence pour bénéficier des contrats les plus avantageux joue finalement à son détriment. En actionnant les leviers de la concurrence, l'administration opte pour l'industriel qui amortit au plus vite ses coûts fixes et pas nécessairement celui qui serait en capacité de lui fournir les meilleurs tarifs. J'en viens à présent à ma troisième partie, c'est-à-dire le troisième problème que j'ai identifié au début de ma présentation et qui porte sur les retombées économiques et les faibles retombées économiques qu'induit les problèmes de financement au sein de la BIT. Alors, les militaires apprécient le terme de ruissellement pour parler des retombées économiques. Les économistes préféreront celui de multiplicateur keynésien. Mais ce qui est important ici, c'est d'identifier les raisons de cet engouement autour du multiplicateur du ruissellement. La prise en compte de la production des services publics, essentiellement les administrations et le secteur hospitalier, est un problème récurrent dans la mesure du PIB. Pour cause, l'administration offre des services gratuits ou quasi gratuits, bien en deçà du prix auquel il se négocierait dans un cadre marchand.
ces biens et services sont estimés à leur niveau de coût de production, finalement. Ils sont mécaniquement victimes d'une sous-évaluation, puisque dans la sphère privée, la sphère marchande, les produits sont évalués à leur prix de marché supérieur à leur prix de production, du moins si on considère que les entreprises font un profit. Donc, de manière générale, toute économie comportant un important secteur public voit son PIB sous-estimé par rapport à celle qui présente une part relative importante, plus importante, du secteur privé. Comme n'importe quel autre service public, les armées n'échappent pas à ce phénomène. Et leur niveau de production, finalement, se réduit au montant budgétaire engagé au bénéfice de la mission défense. Tout se passe donc comme si les armées ne produisaient aucune richesse chiffrable. Pour contourner cette vision, un débat c'est donc indirect, c'est donc progressivement engagé, qui porte non pas sur les bénéfices des dépenses en faveur des armées en termes de croissance, mais sur leur retombée. L'idée est ici de mesurer leur impact sur la production développée par le secteur privé. La discussion touche alors naturellement à l'importance de l'effet multiplicateur qui cherche à jauger l'ampleur des investissements et du surplus de croissance engendrés par les entreprises de la BITD grâce aux activités militaires. En somme, c'est sous le prisme des interdépendances entre activités militaires et l'économie civile qu'est jugée la contribution de la défense à la croissance du PIB. Bien, alors, lorsqu'on évalue concrètement ces effets multiplicateurs, eh bien, on voit qu'ils sont particulièrement hétérogènes. À un an, ils sont pour certains auteurs proches de 0, pour d'autres entre 0,4 et 0,6, pour encore d'autres entre 0,8 et pour d'autres à 1,2. Bref, c'est extrêmement disparate. Pour certains, ça ne rapporte rien, pour d'autres, au bout d'un an, on a fait plus que rembourser. En réalité, l'évaluation de l'effet multiplicateur en lui-même, fait de manière isolée, n'a qu'une importance extrêmement modérée. Puisque l'effet multiplicateur doit être comparé à d'autres secteurs d'activité pour savoir là où il est le plus rentable d'investir. En dehors de la question même du calcul, considérer un multiplicateur isolé apparaît tout à fait étrange. Le problème que pose donc un multiplicateur, se résume à estimer l'importance relative de ces effets. Formulé autrement, existe-t-il un secteur d'activité où il est plus rentable d'investir? Alors, 2 minutes, il me semble que quelqu'un a son micro allumé. Voilà, c'est bon. Existe-t-il un secteur d'activité où il est plus rentable d'investir? Et pour les armées, tout l'enjeu est d'arriver à prouver que les dépenses de défense sont plus stimulantes pour l'activité économique que celles des autres secteurs. D'où les multiples tentatives de faire des modèles économétriques cherchant à prouver que les investissements de défense dans le secteur de l'armée sont beaucoup plus importants, sont beaucoup plus souhaitables que dans d'autres secteurs. Alors, le sont-elles réellement? Si on s'en réfère à l'article de Julien Maluzard, paru lui aussi dans la revue de la Défense nationale, absolument, c'est le cas. Il nous dit, pour ce qui est du PIB français, les dépenses de défense ont un rôle positif et significatif sur les PIB. Cet effet est d'abord nul à court terme, stimule ensuite l'économie après 3 ans. Sur le long terme, les gains attendus sont supérieurs à ceux des autres dépenses publiques. Pour Christian Schmitt, ce n'est pas le cas. Les retombées économiques ne peuvent sans doute, nous dit-il, être réduites au montant des exportations d'armement. Il est cependant certain qu'elles ne sont pas à la mesure des dépenses militaires, ce qui est parfaitement naturel, puisque leur objectif essentiel est de contribuer à la sécurité du pays et non à son développement. C'est donc tout l'inverse. Finalement, c'est peut-être Jacques Aben, dans son propos introductif au numéro spécial Économie de la défense de la revue de la Défense nationale, qui résume le mieux la situation ubuesque, dans laquelle nous sommes, puisqu'il nous dit fort justement: le débat est inépuisable,
entre ceux qui parviennent à démontrer un effet dépressif et ceux qui parviennent au résultat inverse avec l'arbitrage de ceux qui ne voient aucun lien. Donc, vous le voyez, les politiques autour du multiplicateur, si elles se comprennent au regard des enjeux budgétaires, sont quand même assez stériles et surtout particulièrement éloignées de la vision que son auteur en avait, c'est-à-dire Keynes, qui lui n'a jamais donné, c'est toujours interdit d'en donner une valeur numérique. Dans son esprit, dans l'esprit de Keynes, le multiplicateur est essentiellement un objet théorique qui vise à attirer l'attention sur l'importance des dépenses étatiques dans la détermination, en l'occurrence, pour lui, du niveau de l'emploi. Et pour quelle raison Keynes, en fait, se refusait de donner une vision numérique du multiplicateur? C'est parce que le multiplicateur repose sur des éléments psychologiques. En particulier, il lie le revenu national avec le niveau. Le revenu national était Y dans les petites équations que je vous propose, et il lie donc le niveau du revenu national avec la consommation, à l'intermédiaire d'une fonction f. Et c'est cette fonction f qui contient une part d'arbitraire, d'éléments psychologiques, la propension à consommer, selon les pays, des cultures. Bref, le niveau, le caractère, la manière d'affiner la fonction f dépend de chaque théoricien et de l'idée que chaque théoricien se fait du lien entre revenu national et consommation. En conséquence, les controverses statistiques dans ce domaine, concernant le lien entre précis revenu national et consommation, concernant l'estimation précise de l'effet multiplicateur, me semble une voie sans issue. Par contre, ce qu'il est beaucoup plus intéressant de comprendre, c'est la compréhension du dispositif du multiplicateur au sein de la théorie keynésienne, et qui, à mon sens, s'avère beaucoup plus riche pour l'argumentaire des armes. Un point trop souvent oublié à propos du multiplicateur est que son efficacité est conditionnée par une baisse des salaires réels. Cela provient directement du fait que Keynes adhère au premier postulat classique qui énonce que le salaire réel égalise la productivité marginale. À mesure que l'effet multiplicateur se met en branle, que le volume de l'emploi augmente, le salaire réel, nous dit Keynes, diminue pour contrecarrer la baisse de la productivité marginale. Et cela est tout à fait clair dans l'étude de Keynes, je me permets de le citer, il nous dit un accroissement de l'emploi ne peut en général se produire sans être accompagné d'une diminution des salaires réels. Or, il existe de nombreuses contraintes institutionnelles à cette baisse des salaires réels, c'est-à-dire à la baisse du pouvoir d'achat, les actions collectives, les indexations, bref, ce serait un peu long à citer, mais il en existe beaucoup. Il y a par contre un moyen d'avoir un effet multiplicateur sans pour autant que cet effet multiplicateur s'accompagne de la baisse des salaires réels. Et le moyen, c'est tout simplement d'avoir des zones de rendement d'échelle croissant, c'est-à-dire d'avoir des baisses de coûts moyens qui viennent compenser la perte de productivité. Mais la condition pour que ces rendements d'échelle croissants puissent exister, et qu'il n'y ait guère besoin en réalité de recourir à une baisse des salaires réels, c'est d'avoir des investissements de grande ampleur. C'est d'avoir des investissements qui puissent être suffisamment dimensionnants. Les dépenses militaires sont assurément de cet acabit. Et c'est mon avis sur ce point, sur le fait d'avoir des projets de grande ampleur, que les armées doivent argumenter. Voilà pour ma troisième partie. Je vais à présent
me diriger vers la conclusion de mon intervention. Et à ce titre, je voudrais souligner 2 points qu'il me semble essentiel de retenir. Les estimations, et vous l'avez bien compris, sur le multiplicateur keynésien, nous sommes portés les germes d'un débat hautement stérile. Le calcul coût-bénéfice de l'impact des politiques de relance dans le secteur de la défense ne doit pas constituer l'épicentre des discussions, mais s'intégrer dans une vision macroéconomique plus large sur les conditions de leur efficacité. Une efficacité, on l'a vu, qui passe par le fait qu'on ait des projets dimensionnés. Deuxième point à retenir, la concurrence ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la réduction des coûts. Ces bénéfices de la concurrence, doivent être évalués marché par marché selon l'ampleur des coûts fixes qui le caractérisent. Face à ce constat, que faire? Quelles perspectives se dégagent? Je propose, pour essayer de tracer des perspectives, de m'inspirer donc des leçons de l'économiste hongrois, mondialement connu et reconnu, János Kornai, qui a été évoqué en début de la présentation, et en particulier à sa théorie des systèmes de régulation. Théorie des systèmes de régulation qui se différencie assez nettement de la théorie du réseau, qui est en vogue actuellement dans le secteur de la défense. La théorie de la régulation ne vise pas à dépasser le clivage entre concurrence et coopération, mais à créer les conditions de l'efficacité de la coopération. Et ce système de régulation peut, si on en suit Corneille, se scinder en 3 sous-systèmes. Un système de planification, d'abord, qui concerne l'activité des unités institutionnelles et qui décline finalement les objectifs des ministères, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, le ministère des Armées, et qui décline annuellement, c'est ce que nous appelons l'ADPM, on décline annuellement les objectifs de long terme, celle de la LP. Un autre sous-système qui vient après le sous-système de planification dans l'idée de Corneille, que je développe ici, que j'applique au ministère des Armées, c'est le sous-système d'organisation. Le sous-système d'organisation renvoie aux affaires de structuration des marchés dans ses dimensions physiques et temporelles. Il ambitionne de déterminer le mode de fonctionnement des marchés le plus adéquat pour atteindre les objectifs déterminés par le sous-système de planification. Il applique alors de ne plus considérer la structuration des marchés comme une donnée exogène, a priori, sur laquelle le ministère des Armées n'aura aucune prise, mais au contraire, de le voir comme une variable concourant à l'atteinte des résultats. Et j'en veux pour preuve ici ma démonstration sur le MCO, nous avons vu que le ministère crée finalement ses propres situations de monopole qui redoutent tant. Donc dans ce domaine, si on veut structurer les marchés comme il nous convient, l'intervention du régulateur doit rendre soutenables les coûts fixes, dont nous avons longuement discuté, y compris en favorisant pour certains marchés la concentration qui mène au monopole et qui permet des gains de productivité et de restaurer au moins partiellement la continuité de l'offre. Sur le plan temporel, les contrats doivent, on l'a évoqué, mais enfin, il faut quand même ici le mentionner, doivent continuer à donner un éclairage pluriannuel aux industriels. C'est ce qui est fait par les responsables du MCO au ministère actuellement. C'est une voie qui peut continuer, à mon sens, à poursuivre et donner un éclairage en particulier aux PME à fort potentiel, qu'elles interviennent directement ou non comme sous-traitants. L'objectif étant de construire, et je reprends ici les propos de Laurent Collet-Billon, de construire avec l'industrie une vision de long terme qui dépasse l'horizon habituel de réflexion stratégique de l'industrie, ce qui doit permettre d'affiner l'étude des coûts moyens dont je vous ai parlé avec Ferb. Enfin, dernier sous-système, si je continue à décliner l'analyse de Corneille, sous-système de pilotage,
C'est un système qui a vocation à corriger les déséquilibres grâce notamment à l'élaboration de politiques contractuelles appropriées selon la structure des marchés, selon donc le second sous-système. En ce sens, le système de pilotage aura fait le lien entre les deux autres sous-systèmes. Il conduit à une réflexion sur l'articulation entre les grands groupes et les PME au sein de la BITD, grâce notamment au développement de partenariats structurants qui visent à accorder aux PME la charge minimale à confier aux bureaux d'études et aux chaînes de production afin de les maintenir au-dessus de seuils critiques, c'est-à-dire au-dessus de leur seuil de rentabilité. En fait, ce que veut dire Corneille, la conjugaison de ces trois sous-systèmes, c'est qu'il convient de coordonner le triptyque État, grands groupes et PME, ce qui est une condition sine qua non à la pérennité de la BITD. Voilà, j'en ai fini de mon intervention et je peux, si vous le souhaitez, répondre aux questions. Alors, bonsoir à tous. Je vous propose de poser les questions en utilisant la fonction chat. Merci beaucoup, Monsieur Chigolet, pour cette démonstration qui interpelle, qui pose question, et c'est bien l'objet de nos conférences que d'interpeller et de poser question. Donc, je vous demande d'utiliser le chat pour poser les questions, s'il vous plaît. Je vais commencer peut-être, puisqu'il n'y en a pas qui apparaissent tout de suite. Il y a besoin d'un temps de réflexion. Je peux poser une question? Alors, si vous êtes allergique au chat, je veux bien, mais je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Paul Freyermuth. Je voudrais juste poser une question sur les retombées économiques des dépenses de défense. Depuis les années 1980, au ministère de la Défense, il y a eu un service chargé de mesurer l'impact économique. Et la première équipe qui s'est occupée de ça dans les années 80 jusqu'au début des années 90 avait conclu que les dépenses de défense dans un certain nombre de secteurs n'étaient pas suffisants pour être mesurables. L'exemple le plus gros, je n'ai plus en mémoire les chiffres, mais c'est par exemple la construction navale ou les blindés où on consomme de l'acier. Les quantités d'acier consommées par la défense sont infinitésimales par rapport à la consommation d'acier national. Et donc, de dire on va construire un porte-avions pour soutenir l'industrie sidérurgique n'a pas de sens, hein, d'autant plus qu'on met 10 ou 20 ans pour construire le dit porte-avions, et donc l'impact est non mesurable et dans le meilleur des cas inefficace. La deuxième question concerne la diminution des prix en fonction des quantités, hein. En général, les quantités commandées par la défense, d'abord elles sont fixes et donc elles ont peu de chances les produits commandés par la défense ont peu de chances de voir leur prix diminuer en raison des quantités. Un exemple bien connu, c'est lorsqu'on a décidé de changer de flotte de gros transporteurs de l'armée de terre. Ça arrive tous les 20 ou 25 ans quand une flotte de transport arrive en fin de vie. Et là, la dernière fois, dans les années 90, c'est assez ancien, je le sais, mais on a décidé de faire une mise en concurrence, hein, en appelant les grands fournisseurs européens, hein, et le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes pour deux raisons. D'abord, initialement, les gens se sont déclarés très intéressés, mais quand ils ont vu les quantités, même si c'est quelques centaines, ça n'influe pas sur leur coût de production. Et deuxièmement, comme il y avait des exigences particulières pour la défense, ils ont conclu que le poids lourd militaire doit naturellement être beaucoup plus cher que le poids lourd civil, alors même qu'il transporte la même chose. J'arrête. Voilà mes deux questions. Merci. Je vous en prie, merci de privilégier le chat pour les questions. Nous avons déjà 3 autres questions en attente. Donc, Monsieur Chigolet, soit je vous partage les questions qui sont posées, soit vous commencez à répondre à monsieur. Vous êtes en mute. Ah, voilà, excusez-moi, je vais commencer à répondre.
bon, concernant, je crois que la première question, porte sur l'effet multiplicateur, finalement, et les retombées économiques qu'on peut en attendre. Et sur sa mesure, comme je l'ai dit, je suis convaincu que l'effet multiplicateur n'est pas mesurable. De toute manière, ce n'est pas quelque chose de mesurable. Et d'ailleurs, dans l'esprit des théoriciens économiques comme Keynes, il n'a pas été construit pour être mesurable. Ce n'est pas le but de l'effet multiplicateur d'être mesurable, parce que son évaluation est ce que les économistes appellent profondément lié aux paramètres du modèle et à des choix assez arbitraires, finalement, des théoriciens. Donc, l'effet multiplicateur ne me semble pas mesurable. Par contre, il est beaucoup plus intéressant d'essayer d'en comprendre les mécanismes, et en particulier, l'effet multiplicateur ne sert qu'à montrer une chose, c'est l'importance des dépenses gouvernementales dès lors qu'elles sont d'ampleur suffisante. Et là-dessus, la défense, hein, bien sûr, est un secteur où les dépenses sont considérables, peuvent être absolument considérables. Et donc, permet à l'effet multiplicateur de se mettre en branle, hein, finalement, tout en évitant ces inconvénients qui sont, comme je l'ai dit, la perte de productivité. Bien. Alors, j'espère que ça répond à la question. L'idée, je crois qu'il faut se débarrasser de l'idée de mesurer le multiplicateur. C'est absolument trop arbitraire et on le voit en pratique avec des mesures qui sont extrêmement variables. Déjà, un an, on passe de 0 à 1,2. C'est-à-dire pour certains, ça ne rembourse rien. Pour d'autres, ça fait plus que rembourser. C'est considérable. Alors vous imaginez bien, hein, 3 ans, 4 ans, 10 ans, enfin, c'est des mesures qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Et ça s'explique, encore une fois, par le côté totalement arbitraire des paramètres du modèle. Concernant la seconde question, sur le caractère inélastique de la demande. Oui, je peux être d'accord avec ça. Dans la demande en matière de défense est assez inélastique, que ce soit la demande de matériel militaire ou que ce soit la demande d'entretien. Après tout, les armées ont besoin de matériel et le matériel a besoin d'être entretenu. Donc la demande est assez inélastique, je peux être d'accord, mais pas l'offre. Hein. L'offre, si on introduit de la concurrence, eh ben, comme je pense l'avoir exprimé avec mes schémas, l'offre peut entraîner, une augmentation de l'offre peut entraîner des hausses de prix. L'offre peut très bien entraîner des hausses des prix. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, hein, puisqu'on ne sait absolument pas exactement, selon l'état des marchés, l'augmentation de l'offre peut même provoquer des mouvements totalement anarchiques de prix. Voilà ce que nous dit, en substance, la théorie économique. Merci. Alors, vous avez une question de Marie Sarget de Bourgeot qui nous dit il est souvent admis que les PME sont source d'innovation, sont plus agiles, sont à l'origine de ruptures technologiques à des prix réduits par rapport aux grandes entreprises. Le domaine de la santé, semble-t-il, confirme cette perception. L'exemple à prendre ne serait-il pas une combinaison harmonieuse entre l'univers des PME et des ETI et des grandes industries, ces dernières organisant l'essaimage de petites structures plus réactives et performantes? Qu'en pensez-vous? Effectivement, je peux être d'accord avec cette vision. L'objectif de ma démonstration n'est pas une charge contre les PME, hein, entendons bien. Simplement, je considère que la concurrence n'est peut-être pas la bonne vision et que le lien entre grands groupes et PME, les PME ont certainement des qualités, des capacités de réaction, je veux bien l'entendre, mais que le lien entre PME et grands groupes doit être un lien, non pas de concurrence, mais un lien de coordination. Un lien de coordination, et dans ce cas-là, le développement actuel des contrats verticalisés avec un maître d'œuvre qui sera un grand groupe et qui sous-traite à des PME peut être effectivement une solution qui vise donc à améliorer cette coordination plutôt qu'à avoir une espèce de concurrence
entre des PME qui provoquerait ce que j'ai appelé des discontinuités de la fonction d'offre et des risques de déséquilibre des marchés. Sur le multiplicateur, c'est ça, hein. Le multiplicateur n'est-il pas fonction avant tout de la fermeture du circuit minimisant les fuites, c'est-à-dire un minimum d'importation? Cela peut expliquer que les évaluations diffèrent selon le degré d'ouverture des marchés observés. Qu'en pensez-vous? Oui, le multiplicateur, si on parle des fuites, effectivement, on peut avoir l'exportation, il y a l'épargne qui théoriquement constitue aussi une fuite dans le multiplicateur. Mais bon, je voudrais réinciter sur ce point. Le multiplicateur comporte nécessairement une grande part d'arbitraire. Parce qu'il y a dans le multiplicateur, j'ai vu hein, le lien, comme je vous l'ai démontré, il y a un lien entre consommation et revenu. Le niveau de consommation est fonction du revenu. Tout le problème du multiplicateur se situe dans ce lien, dans cette fonction, qui dépend de paramètres arbitraires. Alors, il y a des fuites, effectivement, qui renforcent l'effet arbitraire de ces paramètres, mais fondamentalement, le multiplicateur n'a pas été créé pour être mesurable. Le multiplicateur est quelque chose qui n'est pas... prenons Keynes, on va voir chez Keynes. La théorie de Keynes ne vous donnera jamais d'évaluation de multiplicateur. Et les keynésiens, les principaux économistes keynésiens, ne vous fourniront pas non plus d'évaluation de ce multiplicateur. Car le multiplicateur, c'est finalement des éléments psychologiques. C'est de la psychologie. Et la psychologie est étrangère au savoir de l'économiste. Donc, il est contraint de faire des hypothèses plus ou moins vraisemblables sur ce lien, mais des hypothèses, je veux dire, très peu fondées scientifiquement. Merci. Alors, Monsieur Chabert nous dit « D'accord avec votre vision sur la nocivité de la concurrence eu égard au coût fixe. Autre raison, la multiplication du support logistique est nécessaire et donc l'augmentation de sa complexité. Or, dans le MCO, 80% de la performance dépend de la logistique. Donc, moins de logistique disponible, rechange, outillage, compétences, égale moins de performance, égale augmentation des coûts et diminution de la disponibilité. Comment réagissez-vous par rapport à ça? C'est peut-être trop détaillé comme... C'est pas une question que j'ai spécialement étudiée, notamment la performance de la logistique. Donc, je n'ai pas de commentaires performants à faire sur ce sujet. C'est quelque chose que j'étudierais bien volontiers. Alors, je vais prendre deux questions plus brèves. La toute dernière qui vient d'arriver, la capacité à faire naître des technologies n'est-elle pas la base la plus solide des multiplicateurs, quels qu'ils soient, de Norbert Laurençon? Alors, effectivement, oui. J'ai assez peu parlé dans mon exposé d'innovation. Mais l'innovation est évidemment un gage d'augmentation de la productivité. Cette augmentation de la productivité permet de contrecarrer cette baisse de la productivité que j'ai évoquée à propos des multiplicateurs et qui en diminue son effet, finalement. Donc, incontestablement, oui, le progrès technologique permet une base solide de multiplicateurs, et bien souvent, le progrès technologique s'accompagne aussi d'investissements conséquents en recherche et développement, et de ce côté-là, c'est éminemment compatible avec ce que j'ai dit. Le progrès technologique est facteur de zone de rendement d'échelle croissant qui permet un effet maximal du multiplicateur, même si cet effet maximal n'est pas chiffrable. Une question sur un autre registre qui est l'effet des marchés d'exportation est-il favorable?
Bon, alors favorable, il faudrait préciser exactement ce qu'on entend ici par favorable, mais favorable aux retombées économiques, j'imagine, sur le secteur de la défense. J'en suis pas convaincu. Là, j'ai plutôt la position d'un économiste comme Paul Krugman, qui nous dit, attention, si le fait d'exporter se traduit par une baisse à tout prix des coûts et une introduction de la concurrence pour baisser les coûts, comme cela a été mentionné dans la doctrine d'autonomie compétitive, l'effet favorable des marchés d'exportation me semble là plus que contestable. Si l'idée est de dire on va exporter pour avoir de nouveaux débouchés, pourquoi pas, mais pas si l'exportation s'accompagne d'une baisse des coûts via la mise en concurrence ou la réduction des rémunérations pour avoir une compétitivité prix. Alors, on a une question assez étoffée de Monsieur Geff que je vais condenser un petit peu, il m'excusera. La vision atomiste de la BITD est quelque part en contradiction avec la structuration très forte par strates successives depuis un seul acheteur public. La décision de massification des contrats prise par la DGA il y a 25 ans a été motivée pour deux raisons. D'abord, la réduction des effectifs internes empêchant de lancer autant de marchés que par le passé. Ensuite, par un transfert de l'animation par des acteurs intermédiaires de la concurrence organisés par sous-secteurs. Depuis, le phénomène d'empilement des marges a été observé, ainsi que le risque que les PME en fin de chaîne, en fin de supply chain, ne jouent que des variables d'ajustement avec un risque de fragilisation évident que vous avez un peu mentionné au début. Qu'en pensez-vous? Là, j'ai plusieurs choses à faire remarquer. Bon, tout d'abord, je ne l'ai pas relevé dans la présentation, mais il est assez étonnant de parler de marché concurrentiel en ce qui concerne la BITD, parce qu'il y a certes beaucoup de PME, il y a plusieurs offreurs, mais a priori, il n'y a qu'un seul demandeur, l'État. Donc, ça ne correspond pas vraiment à la vision des marchés concurrentiels, c'est la vision d'un monopsone, ça. Ce qui permet finalement de parler de marché concurrentiel, c'est l'émiettement des positions de l'État. D'un État qui n'est pas très unifié, un émiettement de position de l'État, et finalement l'État compterait comme plusieurs entreprises, ce qui ferait que le marché devient concurrentiel. Alors, le fait donc de parler d'un seul acheteur public, bon, c'est déjà contestable. Mais la décision de massification des contrats, en réalité, je crois vraiment qu'il faut aborder l'étude de la BITD marché par marché et qu'on ne peut absolument pas avoir de position déterminée idéologique, générique, et qu'il faut étudier à chaque fois l'état de chaque marché. Certains marchés avec des coûts fixes très importants ne toléreront qu'une seule entreprise. D'autres marchés avec des coûts fixes beaucoup moins importants feront que la concurrence y est beaucoup plus favorable. Donc, ma position, en définitive, est qu'il faut, on ne peut absolument pas avoir de position générique, qu'il faut étudier marché par marché. Certains marchés peuvent faire des marges parce qu'ils admettent la concurrence est une bonne chose, notamment lorsqu'il n'y a pas de coût fixe. Lorsqu'il n'y a pas de coût fixe, il vaut mieux morceler les contrats et avoir plusieurs entreprises pour effectuer ces contrats, mais par contre, quand il y a des coûts fixes, non, il faut cette fois une entreprise quasiment en situation de monopole. Donc, ma position est que finalement, on ne peut rien dire de générique et qu'il faut vraiment regarder marché par marché pour se faire une opinion de la structure idéale qu'il faudrait mettre en place. Merci. Moi, j'ai en fait deux questions. La BITD française est dépendante de certaines sources venant des marchés civils et en particulier des marchés étrangers. Je pense au domaine du numérique.
les technologies numériques venant en particulier des GAFA américains, mais pas que. Quel rôle de régulation ou de dérégulation joue-t-il pour l'efficacité de la BITD et quelle est votre recommandation par rapport à cette situation? C'est un peu, ça reprend un peu une question précédente, finalement, sur les effets numériques, sur l'effet des progrès techniques, sur l'effet des variations de productivité au sein de la BITD. Ma position est celle-là, c'est que tout ce qui est gain de productivité, finalement, que ce soit le numérique ou que ce soit le progrès technique, sont des choses assez favorables qui permettent à la BITD d'avoir un effet multiplicateur, avoir des retombées économiques beaucoup plus importantes. Et le numérique en participe. Au niveau de la structure des marchés, la manière, je pense que le numérique n'a pas d'incidence particulière sur les effets de la concurrence. Donc, tout ce qui concerne, on va appeler ça un peu vaguement, la révolution numérique, il me semble porteur de gains de productivité que la BITD doit encourager, qui lui sont favorables finalement. Merci. Une dernière question de mon côté. Vous avez parlé des difficultés de financement, en particulier des PME de la BITD. Et vous avez montré un certain nombre d'explications. Que pensez-vous de l'impact que peut avoir les réglementations européennes sur la finance durable et ce qui est en train de se déployer autour de la taxonomie? Bon, je ne connais pas assez bien la réglementation sur la finance durable, mais en tout cas, ce que je peux dire à ce sujet-là, de manière générale, tout ce qu'il s'agit des réglementations. Contrairement à ce que l'on croit, la notion de marché suppose une structuration importante. Des règlements, des règles, des manières de coopérer. Et il me semble que cela participe à la régulation des marchés, à la régulation de la concurrence, et tout ce qui y participe me semble plutôt extrêmement favorable. La concurrence, ce n'est pas ce que l'on croit, une espèce de sélection darwinienne où le plus fort gagne et les plus faibles trépassent. Ce n'est pas ça. Et ça peut mener à n'importe quoi. Donc, en réalité, tout ce qui procède de la réglementation, ce qui procède de règles d'entrée et sortie sur les marchés de la BITD ou de règles environnementales, me semble participer à la régulation de la BITD et me semble plutôt quelque chose de favorable. Voilà ce que je peux en dire sans connaître de manière très approfondie le sujet. Merci beaucoup. Nous avons encore 1 ou 2 minutes pour une question, mais je n'ai pas de questions supplémentaires dans le chat. Donc, merci beaucoup, Monsieur Chigolet, pour cette fort intéressante démonstration et vos réponses à nos questions. Je vais passer la parole maintenant à Jean Amiot qui va vous faire ce qu'on appelle traditionnellement la farewell address. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci Valérie. Merci docteur pour votre conférence qui était extrêmement intéressante et je pense qu'on a rassuré beaucoup d'entre nous. Parce que vous avez abordé une question de riches. Nous sommes riches parce que nous pouvons discuter sur la BITD parce que nous en avons une et que cette BITD, elle a servi à quelque chose, elle continue à servir à quelque chose. Se poser la question de savoir si c'est la concurrence, c'est le monopole. Se poser la question de savoir si c'est
l'arsenal ou si c'est l'industrie privée, ça c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien avoir ça. Vous avez en fait posé la question existentielle. Faut-il une BITD? Et cette question, vous l'avez posée en gros en disant comment mesurer l'efficacité et l'impact d'une BITD? Alors je vous dirais, moi, je ne saurais pas faire, hein, je ne suis pas suffisamment mathématicien pour savoir faire cela, mais comment mesurer l'impact d'une dissuasion nucléaire? Sans BITD, nous n'aurions pas de dissuasion nucléaire. Comment mesurer l'impact des vies qu'on va gagner parce qu'on ne va pas avoir d'attentats chez nous? Ça, je ne sais pas faire non plus. Quand j'étais jeune et que je faisais de l'économétrie, on nous parlait de la fonction d'utilité collective. Vous disiez, comme Keynes, le multiplicateur existe, mais il existe tellement que je suis tellement convaincu qu'il existe que je ne sais pas le mesurer. Ça me fait penser un petit peu à la conférence qu'on a eue il y a quelque temps sur l'électronique quantique. Effectivement, on ne connaît pas l'état des particules, on ne connaît pas l'état des ondes, on ne le connaît que lorsqu'on les regarde. Là, le multiplicateur, on le sait qu'il existe, mais on ne le connaît même pas, on n'arrive pas à le regarder. Donc, pour moi, effectivement, il faut chercher à ce que cette BITD soit la plus opérationnelle possible, donc avoir une BITD qu'il faut. Il faut chercher à ce que cette BITD rende le plus de services, au moins à l'État, si ce n'est à l'Europe, et éventuellement à l'humanité, si on peut Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas que l'on cherche obligatoirement uniquement dans l'aspect économique, dans l'aspect coût, l'optimum de la BITD. Il y a des aspects politiques. Faire une BITD européenne, ça permettra d'avoir une politique étrangère européenne commune. On ne sait pas la faire à l'heure actuelle, la politique européenne commune. Avoir une exportation d'armement, ça nous permet d'avoir des alliances politiques avec de nombreux pays qui nous échapperaient véritablement si on n'avait pas cette exportation. Donc ça c'est à prendre en compte dans l'utilité d'une BITD. Mais moi, je vous encourage à continuer vos travaux et à pousser encore plus loin. Et il est important qu'il y ait dans les états-majors et à la DGA des gens qui travaillent sur l'optimisation de cette BITD. Mais quelle BITD? Quelle structure? Quel périmètre? Ça, c'est un autre problème. Écoutez, je vous remercie véritablement parce que vous permettez de nous donner une autre pôle de réflexion, un autre axe de réflexion dans nos travaux, les travaux que peuvent mener 3AED, IHEDN, les travaux que peuvent mener l'AAT et les travaux communs entre 3AED et l'Association de l'armement terrestre. Merci, docteur, de cette conférence qui était extrêmement intéressante. Merci, docteur. Merci, docteur Chigolet. Merci, Jean. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour l'histoire du premier sous-marin. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Vous vouliez peut-être parler, docteur, non? Juste un mot pour dire que, évidemment, votre conclusion me plaît énormément et si j'ai la possibilité d'amener des axes de réflexion différentes ou un peu qui ouvrent d'autres perspectives, j'en suis extrêmement heureux et j'ai l'impression que mon action sert donc à quelque chose. Écoutez, nous ne manquerons pas d'en rediscuter. Merci bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.